C'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je vous ai dit hier qu'on était inquiet dans 5 régions de la situation de la pandémie. Je vais commencer par la bonne nouvelle, on n'en a pas beaucoup. Saguenay-Lac-Saint-Jean, on voit que le nombre de nouveaux cas se stabilise, donc on va continuer de suivre la situation, mais on est comme un peu rassuré pour l'instant, parce que ça change vite, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par contre, on continue d'être inquiet, on continue de voir aujourd'hui, hier, une augmentation du nombre de nouveaux cas dans les 4 autres régions. Donc, l'Outaouais, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent. Donc, je vous annonce que ces 4 régions vont, à partir de demain, 20h, passer au palier rouge. Bon, ça veut dire essentiellement que malheureusement, on va être obligé de fermer les restaurants, puis il va y avoir quelques autres restrictions là, qu'on n'avait pas en zone orange, mais qu'on a en zone rouge. Puis je veux tout de suite, là, toutes les mesures qu'on annonce, on va aider financièrement les commerces ou autres qui sont obligés de fermer. Par contre, là où on a vraiment beaucoup d'inquiétudes parce que ça continue de se détériorer, c'est Québec, Lévis et Gatineau. On voit là, hier, aujourd'hui, le nombre de cas continue d'augmenter presque de façon exponentielle. Et évidemment, c'est pas encore répercuté sur les hospitalisations, mais on s'attend dans les prochains jours, les prochaines semaines, qu'il y ait une forte augmentation des hospitalisations à Québec, Lévis et Gatineau. Donc, c'est pour ça que je vous annonce qu'étant donné que la situation est critique, il faut agir rapidement avant qu'il y ait un impact trop grand sur les hospitalisations, qu'à compter de demain 20h, à Québec, Lévis et Gatineau, on va mettre ces sous-régions sur pause pour une période d'une dizaine de jours. Donc, jusqu'au lundi 12 avril, ça veut dire concrètement qu'on va fermer, comme on l'avait fait au début janvier, les commerces non essentiels, les écoles, cinéma, théâtre, musées, salons de coiffeur, gym et autres. Évidemment, je le disais, on va remettre en place les programmes d'aide financière, puis on va limiter pour Québec, Lévis et Gatineau les lieux de culte à 25 personnes. Donc, ça, ce sont les premières mesures. En plus, toujours dans ces 3 villes-là, on va remettre le couvre-feu à 20 heures. Ça veut dire que les commerces essentiels, comme les épiceries, bien, vont devoir fermer à 19h30. Donc, en gros, ce qu'on dit, c'est que la situation est critique, se détériore dans ces 3 villes-là, et il faut que les gens, essentiellement, restent chez eux, sauf s'ils ont absolument besoin d'aller travailler. On appelle ça des mesures spéciales d'urgence. Ça va s'appliquer, pour être exact, là, vous l'avez dans le communiqué qu'on va sortir, dans la communauté urbaine de Québec. Ça inclut Lévis, puis dans la ville de Gatineau et dans la MRC Les Collines en Outaouais. Donc, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que ce qui nous fait le plus mal au cœur dans tout ça, ce sont les écoles. Par contre, étant donné le congé de Pâques, la plupart des écoles sont fermées vendredi, lundi, puis même il y a une journée pédagogique à beaucoup d'endroits, entre autres à Québec, mardi. Donc, ça veut dire qu'on va fermer les écoles, dans le fond, 3 aux parents. Il va se faire de l'enseignement à distance, donc comme on l'avait fait dans le temps des fêtes. Et les services de garde scolaire vont être ouverts, mais seulement pour les travailleurs prioritaires. Par contre, les services de garde réguliers vont rester ouverts, mais je demande là, à tous les parents qui sont capables de garder leur enfant à la maison de le faire. Il faut vraiment donner un grand coup là, pendant une dizaine de jours à Québec, Lévis et Gatineau. Évidemment, la situation évolue rapidement.
Et on ne peut pas exclure que dans les prochains jours, il y ait d'autres régions qui s'ajoutent. J'avoue que quand on a commencé à voir la montée en fin de semaine dans les 5 régions que je vous parlais hier, ce pas les régions où on s'attendait à avoir une augmentation. On s'attendait à en voir à Montréal, à Laval, là où on en avait vu dans les vagues précédentes. Mais là, ça arrive, Québec, Lévis, Gatineau en particulier. Ça arrive très rapidement. C'est pour ça que tout le monde doit être prudent au Québec. Là, on n'a pas la même souche, on a un nouveau variant et l'impact est plus rapide. Avant, on pouvait dire, on prend une journée ou deux pour mettre en place des mesures, puis on regarde aller la situation. Là, il faut vraiment agir rapidement et ça peut exploser dans n'importe quelle des régions au Québec. Là. Ça peut, à un moment donné, aujourd'hui, on regarde des régions où ça a l'air très tranquille, mais avec le variant, ça peut exploser. Puis on suit ça de proche, puis on s'assure d'être agile, là. C'est-à-dire qu'on se donne la responsabilité d'être prêt à agir rapidement. Puis comme on le dit souvent, puis je l'ai dit depuis le début de la pandémie, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, c'est le fun d'accumuler des données, là, mais il en rentre à toutes les heures des données. Puis à un moment donné, il faut prendre une décision. Puis on est mieux de prendre une décision qui est imparfaite plus rapidement que d'attendre trop longtemps puis de voir la situation se gâter là, dans les hôpitaux. Donc, évidemment, je termine en disant à tous les Québécois, rappelons-nous les consignes. C'est à la fois simple, mais en même temps, après un an, je comprends qu'il y en a qui sont tannés, mais il faut rester à 2 mètres des autres personnes. Il faut porter un masque et pas de rassemblement privé. Puis ça, je le répète, là, puis je l'ai dit hier, oui, il peut y avoir de la contagion dans des salles, dans des théâtres, dans des restaurants, mais là où on a le plus d'inquiétude, c'est dans les maisons. Puis on est très conscient qu'en fin de semaine, c'est Pâques, donc il y a une longue fin de semaine. Faut vraiment pas que personne organise des parties puis des réunions, là. Cette année, il faut fêter Pâques, chacun chez soi. On peut pas là, se réunir dans la situation actuelle. Puis ça, je dis ça pour toutes les régions du Québec. Donc, c'est important. L'alarme a sonné. On doit pas faire de petites exceptions. Il faut suivre les règles à la lettre. C'est la seule façon qu'on va éviter les explosions de cas comme on le voit à Québec, Lévis et Gatineau. Donc, on sait, contrairement à il y a un an, qu'on va s'en sortir. Avec la vaccination, on voit la lumière au bout du tunnel. On est en train de vacciner, puis ça se passe très bien jusqu'à présent. Puis évidemment, de la vaccination, c'est ça notre libération. Donc, on voit que ça s'en vient. Entre-temps, par contre, il faut faire des efforts. Et puis, je demande à tous les Québécois d'être solidaires. Là. Pensons, entre autres, à nos enfants. On veut que nos enfants soient le plus de jours possible à l'école. Puis pensons à nos infirmières, puis tout le personnel des hôpitaux là, qui sont au front depuis 1 an. Donc, soyons solidaires, soyez tout le monde prudent, soyez très, très prudents. Merci. Good evening, everyone. As I said yesterday, the situation is Alors, worrying. 4 régions, mesdames et messieurs, l'Outaouais, la Beauce, donc Chaudière-Appalaches, Québec et Bas-Saint-Laurent retournent en zone rouge, comme prévu. Lévis, Québec, Gatineau deviennent en situation d'urgence. Sébastien Bovet, pour les écoles, le premier ministre relativise un peu en disant il y avait le congé de Pâques qui était prévu. Et là, oui, les écoles seront fermées dans ces 3 lieux-là, mais c'est 3 ou 4 jours parce qu'il y avait un congé pédagogique au retour du congé de Pâques. Bon, il reste qu'il y aura une fermeture quand même. C'est ça, puis ça minimise d'une certaine façon l'impact. Il y aura fermeture physique des écoles, mais il y aura quand même de l'enseignement à distance avec toutes les difficultés que ça représente, en particulier aux primaires. Juste pour que les gens comprennent bien, Capitale-Nationale, l'Outaouais, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent virent au rouge. Ce sera donc la même situation qu'à Montréal. Essentiellement, les restos, les salles à manger des restos vont devoir fermer dans ces régions-là, les 4 cités.
Les commerces essentiels, par contre, vont rester ouverts. Donc, ce sera la vie dans ces régions-là comme à Montréal. Mais il y a des modalités particulières pour Québec, Lévis et Gatineau, où il y a des éclosions de cas, des explosions de cas, où là, on va plus loin. On ferme les écoles. En zone rouge, les écoles sont ouvertes, mais on ferme les écoles dans ces 3 villes-là et on applique des mesures supplémentaires, notamment le couvre-feu à 20 heures. Couvre-feu 20 heures pour ces 3 villes. Impression générale, Stéphanie? Oui, c'est des mots très chargés que le premier ministre emploie. Situation critique qui se détériore, l'alarme a sonné, les mesures d'urgence. Lui s'attend à ce qu'il y ait une forte hausse des hospitalisations. Donc, le message est très clair, là. Puis, ce qui me frappe, c'est que tout a changé très rapidement. Et c'est de cette façon-là qu'il justifie que hier soir, il nous parlait bon, on va regarder ça d'heure en heure. Et déjà, 24 heures plus tard, la situation a changé de façon là, impressionnante. Alors, on a l'impression que ça bouge beaucoup plus vite. Oui, et à ceux qui disent, bien, les hospitalisations, il y a une marge, il répond, Christian, il faut agir avant de voir l'impact de cette 3e vague dans les hôpitaux. Il faut agir rapidement. Je suis assez d'accord avec Stéphanie sur ce qu'elle a dit. C'est pour 10 jours dans certaines régions ciblées. La question que les Québécois vont se poser, est-ce que tout ça est temporaire ou est-ce que c'est le début de quelque chose qui va avoir tendance à s'étendre dans d'autres régions et à se prolonger? Le couvre-feu, je trouve qu'à partir du moment où on va avancer dans la belle saison, ça va être de plus en plus irréaliste, je trouve, de le prolonger comme ça. Maintenant, je vous reviens, Christian. On va écouter les questions, puis on revient après. C'est une question sur Montréal. À Québec, Lévis et Gatineau. Bien, vous voyez, depuis un mois à Montréal, on se situe entre 300 350 cas par jour. Donc, il n'y a pas de doublage du nombre de cas. Mais il ne faut rien prendre pour acquis. Ça peut exploser à Montréal demain, dans 2 jours, la semaine prochaine. On ne peut rien exclure, mais pour l'instant, la situation là, est relativement stable à Montréal. Vous avez dit plus tôt, on est mieux de prendre une décision qui est imparfaite trop rapidement. Pourquoi vous n'avez pas pris une décision vendredi dernier, par exemple, en s'assurant de repousser la réouverture des écoles, qui, semble-t-il, a un impact aujourd'hui? Bon, d'abord, il faut regarder les conséquences de fermer les écoles sur l'apprentissage des enfants et la santé mentale. Deuxièmement, je vous avoue qu'en fin de semaine, on était comme un peu tous surpris de voir que ça explosait pas à Montréal ou à Laval, mais que c'était dans d'autres régions. Il y avait 5 régions qui nous inquiétaient. On les a suivies pendant quelques jours. Il n'y a pas encore d'explosion dans les hospitalisations, mais on ne veut pas attendre que la situation soit comme en France ou comme elle a été en Ontario, puis qu'on soit obligé de prendre des encore plus grandes mesures. On y va région par région, puis la situation est vraiment différente d'une région à l'autre pour l'instant. Valérie Gamache, Radio-Canada. Est-ce que je comprends que ce sont les écoles qui sont fermées jusqu'au 12 avril dans Gatineau, Québec et Lévis? Et est-ce que ce qu'on appelle là, ces nouvelles zones-là, cette espèce de zone noire, là, est-ce que c'est bien pas noir, mais je veux dire... Non, j'ai vu ça sur Twitter. Oui, là. Non, c'est pas une nouvelle zone. Ce sont des mesures temporaires pour une dizaine de jours. Et ça concerne tous les commerces aussi qui ne sont pas essentiels. Donc, on revient aux mesures qu'on avait en janvier. Mais c'est pas seulement les écoles. Puis on demande aussi télétravail obligatoire. Donc, toutes les mesures qu'on avait en janvier. Mais est-ce que c'est réaliste en 12 jours de penser qu'on sera passé à travers, M. Arruda? Passer à travers, ça ne veut pas dire que les variants vont disparaître puis que les cas vont diminuer de façon drastique, mais on va être en meilleur contrôle. Parce que 10 jours de diminution... Parce qu'il faut comprendre, il y a eu des assouplissements, mais l'effet qu'on est en train d'observer, c'est du relâchement. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que c'est ça qui arrive. Les gens sont fatigués, sont tannés, et relâchent. Puis on a plein d'histoires de gens qui se sont vus, qui ont interprété des choses qui n'en pouvaient plus. Donc, actuellement, là, en refaisant une pause, comme on le dit, c'est pas un nouveau palier, il faut être au clair, c'est pas du tout une couleur de palier. En faisant une pause, on va diminuer de façon significative les contacts et ça va avoir un effet sur la transmission. Est-ce que ça va régler le problème complètement? La réponse, c'est non.
Mais ce qu'il faut, c'est abaisser cette accélération-là pour pas véritablement perdre de contrôle et que ce nombre de cas-là, en augmentant, se retrouve en hospitalisation puis de gens aux soins intensifs. Ce qui est de l'adhésion, M. Legault, vous le disiez, c'est difficile là, actuellement d'en demander plus, il faut donner un peu d'air. Comment vous pensez que les gens vont réagir? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une adhésion, que ça va être difficile, puis il va falloir y aller par le coercitif, puis par des amendes, puis par des vérifications? Bien, moi, je pense que les gens, la grande majorité des gens, prenons à Québec, là, comprennent la situation. Ils suivent les chiffres à chaque jour, donc ils ont vu une 50aine de cas par jour pendant plusieurs semaines. Puis là, tout à coup, on est rendu à 200 cas par jour. Donc, ils voient qu'il y a une situation qui est différente, puis il faut prendre des précautions. Il va y avoir une minorité qui va continuer de critiquer les mesures, mais je pense que c'est sûr qu'en passant de 50 à 200 cas par jour, bien, on va voir un impact sur les hospitalisations. Puis les gens, bien, ils veulent, s'ils sont malades, pouvoir continuer d'être soignés. Si les lits sont trop occupés par des malades COVID, ils ne pourront pas être soignés. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bon, M. Legault, M. Dubé, Dr. Arruda, qu'est-ce qui arriverait parce que vous dites que vous avez des projections, là, et qu'à un moment donné, vous êtes obligé de l'alarme à sonner. Qu'est-ce qui arriverait, selon les projections que vous avez, dans les régions là, qui sont principalement ciblées? Par exemple, à Québec, est-ce que vous pouvez nous donner une démonstration de l'effet que ça aurait si on ne faisait pas ce que vous faites? On s'en irait vers quoi, selon les projections que vous avez? Bien, comme le dit souvent Dr. Arruda, ça dépend de l'adhésion aux mesures. Mais est-ce que les gens vont respecter l'interdiction d'aller visiter d'autres personnes dans les maisons? Dans quel pourcentage? C'est là que ça devient comme difficile. Donc, c'est pour ça aussi qu'en ajoutant ou en ramenant la mesure de couvre-feu à 8 heures, bien, si jamais il y en a qui respectent pas les règles, bien, ils vont les respecter moins longtemps parce qu'ils doivent être chez eux à 8 heures au lieu de 9h30. Oui, allez-y, M. Dubé. Juste pour... on a été très transparent avec les études de l'INES puis de l'INESPQ. Puis je vous rappelle que la dernière étude qui avait été présentée par le professeur Brisson de l'Université Laval, je pense qu'elle est datée du 18 ou 19 mars. Ça a l'air loin, là, mais... Et dans cette étude-là, et je reviens au point du premier ministre, si on a une adhésion forte ou une adhésion moyenne ou une adhésion faible, qui sont clairement expliquées dans l'étude, vous voyez que dans une adhésion faible, on revient au cas du début de janvier, de la situation après Noël, à presque 2000 cas par jour. Et c'est là qu'on ne veut pas aller. Alors, soyons très, très clairs, là. On savait que ça, c'était un scénario possible, mais c'est pour ça qu'on agit avant que ça arrive. Parce que là, on voit qu'il semble y avoir ce genre de progression-là, comme il est simulé dans l'adhésion faible, puis on ne veut pas aller là. Alors, c'est pour ça qu'on agit aujourd'hui. Puis je vous suggère, en tout cas pour ceux que ça intéresse, là, de retourner sur le site de l'INESPQ à cette analyse-là qui a été présentée. Puis on voit très bien qu'on a les points réels qu'on voit depuis 3-4 jours, là, ont l'air d'être dans la situation du cas qu'on ne voulait pas qu'il arrive, mais qui semble peut-être arriver à Québec puis à Gatineau. Il y a des commerçants qui ne seront pas contents, là, notamment des restaurateurs, parce que, bon, pour eux autres, c'est compliqué parce qu'il faut qu'ils gèrent des stocks, puis à un moment donné, là, ils ont commandé du stock, puis là, ben, ils vont être fermés pendant 2 semaines, etc. On comprend leur situation. On voit qu'avec les gyms, notamment à Québec, on a un bel exemple de ce que ça peut faire. Est-ce que vous avez des données qui démontrent dans ces secteurs-là, par exemple, dans les restaurants, dans les gyms, on le veut à Québec, mais ailleurs en général, ou dans d'autres, les milieux de travail, etc. Est-ce que vous avez des données fraîches, par exemple, dans les restaurants, qui démontrent qu'il y a eu des éclosions à la suite de la fréquentation des restaurants là, depuis 2 semaines là, maintenant? Écoutez, on a des éléments, je dirais, vous m'adressez à moi, là, parce que vous m'avez regardé, oui, de nature anecdotique, là, d'éclosions qui ont été associées à des restaurants, mais pas nécessairement parce que les restaurateurs ne faisaient pas bien leur travail. C'est l'effet, je vous dirais, de socialisation qui est entraîné par les jeunes qui se retrouvent. Il y a des situations où il y a eu, on nous a raconté des tables, des genres de speed dating aussi. Il y a eu des affaires inadéquates, OK? Puis il y a eu des choses où le problème est souvent là, puis c'est là qu'on pénalise souvent
tout le monde pour des choses qui se passent à certains endroits et pas à d'autres. Ça, c'est malheureux. Puis de plus en plus, on va essayer d'avoir une approche où on va agir là où il y a des manquements de façon importante. Mais c'est toute la question d'augmenter la socialisation puis le nombre de contacts. Puis quand on ferme des choses, malheureusement, il y a des effets pervers de les fermer, mais ça diminue ces éléments-là. Mais il y en a eu, il y en a dans les gyms, il y en a dans les restaurants, des situations de cette nature-là. Mais c'est pas, là, quand je dis ça, là, faites attention, là, je suis pas en train de dire tous les restaurants, c'est arrivé, là. Puis souvent, c'est pas tant nécessairement les restaurateurs, mais comme la clientèle avant, après. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous trois. Monsieur le Premier ministre, en fin de semaine, le Collège des médecins a sonné l'alarme en disant qu'il ne faut pas aller dans le sens où on est allé, c'est-à-dire un déconfinement partiel. Quel est le principe de précaution que vous appliquez, entre autres, actuellement pour la métropole, compte tenu que vous dites on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait flambé pour bouger? Non. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est de regarder les cas parce que c'est précurseur de ce qui va se passer dans les hospitalisations. Mais quand je regarde les commentaires qu'on avait en fin de semaine du Collège des médecins, des oppositions, bien, il n'y avait pas de spécification. Est-ce que c'était à Montréal qu'on nous demandait de bouger? C'était à quel endroit qu'on nous demandait de bouger? Puis là, on voit... Non, mais regardez, on a passé la Mauricie, le centre du Québec, puis l'Estrie au orange en même temps que Québec. Tout va bien pour l'instant en Mauricie, en Estrie, mais ça va pas bien à Québec. Donc, quand ils nous demandaient de reculer, est-ce qu'ils voulaient qu'on recule sur tout? Je pense qu'il faut avoir des faits. Puis c'est ce qu'on a fait. On a regardé région par région l'évolution des cas. Puis on voit, entre autres, qu'à Québec, il y a comme une augmentation là, exponentielle. Dans un autre ordre d'idée, ça a fait la manchette beaucoup aujourd'hui, ça a fait jaser. Vous l'avez défendu à de nombreuses reprises. Est-ce que votre ministre de l'Économie est un boulet actuellement pour votre gouvernement? Mais non, c'est un atout. Écoutez, ce qui s'est ajouté comme nouvelle, là, c'est que j'ai pris une photo avec mon épouse, lui, puis des gens d'affaires à Paris. Bien honnêtement, des gens d'affaires que je ne connaissais pas puis que je ne connais toujours pas. Mais des photos, là, dans un voyage, j'en prends beaucoup avec des gens d'affaires qui veulent se faire photographier avec moi. Là. Mais je veux dire, il n'y a pas aucune nouvelle qui s'est ajoutée à part une photo. Charles Cavalier, le Journal de Québec. Bonjour à vous trois. Juste pour rebondir sur la question d'Alain, pour clarifier, là, M. Legault, votre cabinet a indiqué au journal que vous n'étiez pas au courant que les gens de White Star, que M. Fitzgibbon était investisseur au moment de la photo. Et puis là, M. Fitzgibbon a laissé entendre ce matin que votre cabinet est au courant. Est-ce que vous pouvez clarifier la situation? À quel moment vous avez été informé que M. Fitzgibbon était de l'argent dans White Star? Ah ben ça, on a quelqu'un qui a fait le tour de tous ces placements. Là. Je ne connais pas par cœur tous les placements. Je sais qu'il y avait des placements dans 13 entreprises. Il y en a vendu 9. Il en reste 2. Demandez-moi pas les noms des 2, mais là, ce que je comprends, c'est que celle-là. Mais non, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait un investissement dans l'entreprise avec le gars que je me suis fait photographier. Monsieur Dubé, j'aimerais ça juste clarifier ce que vous avez dit tantôt. Là. Vous dites que dans le fond, dans les 3 villes, là, Québec, Lévis et Gatineau, si on se fie aux projections de l'INSPQ de la mi-mars, là, on était dans la zone de faible adhésion. Donc, dans ces 3 villes-là, on se retrouve dans la situation actuelle parce que l'adhésion de la population aux règles sanitaires a été faible. Bien, écoutez, c'est un des facteurs. Ce qu'il faut bien comprendre, d'abord, premièrement, quand vous allez regarder, puis je suis pas mal certain que vous l'avez déjà fait, là, on a toujours montré Montréal et les autres régions du Québec. On n'a jamais eu la granularité nécessaire pour faire Québec ou pour faire Chaudière-Appalaches, parce que c'est très difficile de faire des simulations pour des régions où il y a moins de cas. Ça, c'est la première chose. Mais quand vous suivez les progressions de ces 3 simulations, là, adhésion forte, moyenne et faible, c'est évident en ce moment que j'ai pas le bon mot en français, le pattern, là, ce qui est en train d'arriver dans nos régions suit la simulation d'adhésion faible. OK? Bon, maintenant, il y a d'autres facteurs aussi qui tiennent compte dans l'étude. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui,
c'est pas tellement de mettre la faute sur les gens qui ont suivi ou pas. On prend acte que les cas montent de façon très, très forte en ce moment. Puis comme je vous dis, là, on part de... Il y a une semaine où on était à 50 cas à Québec. On a vu 100, on a vu 100 quelques. Puis demain, c'est au-dessus de 250 qu'on va voir à Québec. Alors, on ne peut pas ne pas agir, mais en même temps, on n'a pas encore l'effet, je le répète là, on n'a pas encore l'effet sur les hôpitaux ni sur les soins intensifs. Alors, si on est capable d'avoir une mesure drastique comme celle qu'on annonce aujourd'hui, bien, on va agir avant d'avoir l'impact sur les hospitalisations de façon très claire. C'est pour ça qu'on agit rapidement. Tommy Chouinard, La Presse. D'abord, Dr Arruda, il y a à peine 48 heures, on s'était parlé. Puis, il n'était vraiment pas question de resserrer l'étau. Vous disiez qu'il valait mieux attendre, qu'on était capable de tolérer au moins 2000 cas en autant que les hospitalisations n'augmentent pas et qu'on ne les observe pas. Vous disiez, il vaut mieux attendre, il ne faut pas paniquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je l'ai dit, on suit la situation d'heure en heure. Et puis, regardez, à Montréal, on est en train encore de dire attendre. Est-ce que dans 3 jours, on va changer d'idée? C'est toujours possible. Et l'augmentation des variants à Québec, là, on avait vu qu'il y avait une tendance à la hausse, mais on n'était pas dans cette pente aussi accélérée qu'on observe actuellement. Donc, c'est pas parce que... Et donc, on est vraiment dans un phénomène nouveau, l'expression d'un variant, probablement associé à une augmentation, je vous dirais, des contacts entre les différentes personnes. Et donc, à ce moment-là, on intervient. Et je vous dis tout de suite, j'ai toujours dit depuis le début, ce que je vous dis aujourd'hui peut changer demain. Au moment où on s'est parlé, on n'avait pas, on savait qu'il allait y avoir des variants. On a vu, et voyez-vous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des variants. C'est monté, c'est en train de redescendre. Donc, il faut vraiment voir à quel moment on est. Si je veux faire une image, il y a des plaies, des fois, qu'on est capable de traiter avec un antibiotique, puis on observe. Mais à un moment donné, il faut amputer parce que ça va trop dégénérer. Et on est là-dessus actuellement, si vous me permettez, en termes d'augmentation très rapide à Québec. Et quand ça monte comme ça, on regarde, parce que ça peut se remettre à descendre actuellement, mais là, ça s'accélère, fait qu'il faut intervenir. Pour bien comprendre, Monsieur le Premier ministre, est-ce que c'est une recommandation qui vous a été soumise par le docteur Arruda ou est-ce que vous avez incité pour dire non, il faut faire ça maintenant, là. Il ne faut pas attendre? C'est une recommandation qui est venue de la santé publique. Mais on a toujours des discussions, là. Il y a plusieurs façons d'arrêter une augmentation du nombre de cas, de la contagion. Et on a discuté de différentes mesures, puis c'est une recommandation de la santé publique, ce qu'on vous présente ce soir. Décision imparfaite. Vous avez parlé de décision imparfaite qu'on doit faire rapidement. Là. Il y a comme un... Je sens peut-être un petit décalage. Qu'est-ce qui va arriver dans Chaudière-Appalaches, en Beauce, dans les prochains jours? Qu'est-ce qui va arriver à Rivière-du-Loup dans les prochains jours? Qu'est-ce qui va arriver au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les prochains jours? Qu'est-ce qui va arriver à Montréal dans les prochains jours? À un moment donné, on va commencer par s'occuper des régions où on sait là, que ça augmente trop vite. Puis demain, après-demain, la semaine prochaine, bien, on va s'ajuster. Mais on ne peut pas attendre plus de données. Il en rentre, là, à toutes les minutes, en fait, les données se mettent à jour, là. Donc, ça va évoluer. Ça va évoluer. Puis, fort probablement que dans les prochains jours, on va ajuster les mesures selon les régions. OK. On va juste passer au prochain. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Puis, si on a le temps, on reviendra pour des questions de relance. Bonjour à vous trois. Monsieur le Premier ministre, et ainsi que Monsieur Arruda, vous avez toujours dit que vous vouliez éviter l'effet yo-yo. Et là, on se retrouve là, dans des régions exactement dans l'effet yo-yo. Comment vous le justifiez? Bien, écoutez, on n'est pas différent d'ailleurs. Regardez ce que M. Macron, le président français, a annoncé hier soir. Regardez ce que l'Ontario va annoncer dans les prochains jours. Tout le monde est dans une situation où on s'ajuste. Écoutez, si on avait voulu pas prendre de chance, bien, on aurait fermé plus à Montréal, puis on se serait trompé parce que là, pour l'instant, on a pu donner un peu d'air aux gens de Montréal, aux gens du 450, entre autres.
Et pour l'instant, bien, ça se passe bien là. Mais est-ce que la semaine prochaine, il faudra agir dans le Grand Montréal? Peut-être. Parce que je vais y aller, là. Ce qu'on est en train de faire, on n'a pas joué au yo-yo. Les changements de couleur d'un palier à l'autre ont pris quand même du temps. On n'est pas allé au rouge, on vient à l'orange, on retourne au rouge, on vient à l'orange. Ce qu'on ajoute actuellement, c'est une intervention d'urgence dans un endroit où il se passe quelque chose. C'est comme s'il faut mettre la population dans le soin intensif actuellement parce que sinon on va le perdre. C'est ça la différence. Alors, quand on parlait de yo-yo, c'est de changer de palier continuellement, d'ouvrir, fermer, d'ouvrir, fermer. Et là, on est obligé d'agir en urgence et c'est ça qu'on fait. Et c'est pour une courte période de 10 jours. Docteur Arruda, vous avez aussi dit que la santé publique doit tenir compte de nombre de facteurs, de déterminants, et puis que c'était important, donc, quand il s'agit d'annoncer des assouplissements pour la santé mentale des gens. Mais est-ce que vous ne redoutez pas que ce que vous annoncez comme resserrement, restriction actuellement, ça n'affecte pas énormément le moral de beaucoup, beaucoup de gens? Tout à fait, mais et on est conscient, mais c'est une période de 10 jours. Et je sais que 10 jours, ça peut être pour beaucoup, mais on n'a pas le choix parce que sinon, ça va être une escalade, puis les systèmes de soins vont déborder, puis etc. C'est un équilibre. Et quand tout le monde fait aussi des associations entre les assouplissements et ce qui se passe, je tiens à vous le dire, là, on est une des provinces quand même qui a maintenu la chose forte. On empêche les rassemblements. Chez nous, dans la zone grise en Ontario, les gens peuvent se rencontrer à 5 personnes. Donc, on n'a pas tant relâché que ça là, en termes d'assouplissement. Mais il y a eu un relâchement. Puis on n'accuse pas personne, c'est un constat. L'adhésion aux mesures a probablement été faible. Elle est souvent plus faible dans les régions qui ont été moins touchées. D'ailleurs, c'est comme à la première vague. Je ne sais pas si vous prenez, quand ça a repris beaucoup dans d'autres régions, etc. Et ce qui se passe en Capitale-Nationale, c'est la somme de tous ces éléments-là. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce qui s'est passé, la différence avec hier? Pour Québec en particulier, est-ce qu'on est ici à cause d'un gym? Non, je pense qu'il faut regarder plus large que ça. C'est sûr que le cas du gym, puis c'est tout à fait malheureux parce que là, on est rendu à plus de 60 cas et plus là, c'est sûr, lorsqu'on parle de 200 cas dans une journée, s'il y en a une soixantaine qui ne sont pas toutes dans la même journée, là, mais c'est quand même important. Mais je reviendrai à plus large que ça. C'est la vitesse à laquelle ce variant-là... Fait, je vous dis, là, nous, on se parlait dimanche, là, puis on voyait 50 passer à 100, puis on se disait, bon, mais si c'est 100 qui s'en va à 150, on allume les lumières rouges. Ce que le premier ministre a fait hier, il a allumé les lumières rouges. Et là, quand on regarde, puis je vous dis, on est rendu qu'on les a, ces cas-là, en direct. Là. On est tellement bien connectés sur le réseau en ce moment qu'on sait en direct le nombre de cas. Puis on était capable de voir qu'à Québec, là, c'était vraiment exponentiel. Donc, oui, le gym, c'était un facteur, mais je pense que c'est un indicateur de l'adhésion. Et je pense que c'est pour ça que... Et moi, je vous dis, s'il y a une chose qu'il faut qu'on reste, c'est agile. S'il y a un mot que je veux qu'on retienne là, dans les prochaines semaines, quand vous me parlez de Montréal, avec le docteur Arruda, moi je parle 2-3 fois par semaine avec docteur Drouin, docteur Trépanier à Montréal pour Laval, puis Montréal. On reste très, très proche parce que moi je sais déjà les cas qu'on va avoir à Montréal demain. C'est stable. Le premier ministre a raison de dire, mais on va les surveiller tous les jours. Puis s'il faut agir à Montréal, on va faire la même chose. M. Legault, avez-vous une crainte de revivre ce qui s'est passé à Noël, alors qu'on a vu au début janvier, après le congé, ou après, même si c'était quand même plus serré, plus reconfiné, que ça avait monté beaucoup? Bien, on agit plus vite, parce que quand on regarde les hospitalisations, c'est encore sous contrôle, mais on agit suite à l'augmentation des cas en se disant il va fort probablement y avoir une augmentation des hospitalisations la semaine prochaine. Donc, on agit plus vite, puis on agit de façon plus ciblée, puis on va continuer, si c'est nécessaire, d'agir dans d'autres régions au cours des prochains jours. Marco Bélair-Cirino du Devoir. Donc, docteur Arruda, pour être clair, les règles étaient adéquates à Québec, Lévis, Gatineau, mais les gens ne les respectaient pas suffisamment en grand nombre, c'est ça?
Bien, c'est-à-dire que quand on regarde les règles qu'on a mises en place, si le 2 mètres est respecté, si les gens ne se rencontrent pas, etc., c'est des contacts. C'est un virus qui se nourrit de contacts. Donc, pour qu'il se soit augmenté et emballé, c'est qu'il y a eu des conditions de transmission. Et les mesures qu'on a mises en place, à mon avis, permettaient de, tout en acceptant certaines transmissions, on le dit, là, en maintenant des enfants à l'école, etc., il y a une certaine transmission, mais c'est dans toute la société, là, puis là, on le voit à travers l'exemple de ce gym-là, là, il est arrivé quelque chose dans ce gym-là là, pour que la contamination se fasse. Et donc, c'est toujours ça, c'est la question de l'adhésion. Jusqu'à quel point l'adhésion est forte, puis jusqu'à quel point les gens respectent la mesure. Puis le 2 mètres, c'est difficile. Puis là, les gens sont rendus avec 2 mètres, moins de 2 mètres, pas de masque. Et c'est ça qu'on se rend compte. Et puis ils vont... Donc, c'est ça. OK. Est-ce qu'on peut penser que vous en mettez un peu plus parce que vous savez que les gens ne vont pas respecter l'ensemble des règles? Puis, Monsieur le Premier ministre, hier, vous vous êtes dit fier, encore une fois, de maintenir les écoles ouvertes, que 96 des écoliers s'y trouvent toujours, que c'est pour vous la plus grande fierté. 24 heures plus tard, vous les fermez pour une dizaine de jours dans les 3 villes mentionnées. Pourquoi en arriver jusque-là? On ne peut pas faire autrement. Bon, évidemment, aussi, on ferme les commerces non essentiels et puis on change le couvre-feu à 8 heures pour que les gens aillent moins dans les maisons. Mais on pense que c'est nécessaire d'aller jusque-là. Puis on pense aussi que le timing est bon. C'est que sur les 10 ou 11 jours qui s'en viennent, bien, il y a 2 fins de semaine. Il y a un vendredi saint, lundi saint, puis le mardi à Québec, congé pédagogique. Fait que les élèves vont manquer 3 jours, puis nous, on va avoir sauvé 11 jours. Puis pendant ces 11 jours-là, mon ami Christian, il va vacciner. Puis, M. Arruda, est-ce que vous pouvez répondre à la première partie de la question? Est-ce que vous en mettez un peu plus parce que vous savez que les gens ne vont pas respecter l'ensemble des règles? Non, on en met plus parce que ce qu'on veut faire, c'est diminuer les contacts dans ces territoires-là. C'est un virus qui se nourrit de contacts. Le nouveau variant est très transmissible. Étant très transmissible, plus on a des contacts, plus on a des chances d'infecter des personnes. Donc, on en met plus pour ça. Très bien. Merci. Pour le variant, au niveau de la transmission? Bon, le R peut aller à 1,4, 1,5. Donc, il se double? Oui, il peut se doubler, effectivement, quasiment, pas loin. Ça peut être 1,6, ça dépend des mesures qui sont mises en place, là, mais effectivement, il peut doubler, presque doubler en 3 jours. Là. Monsieur Laforêt, dans l'analyse que je parlais du Dr Brisson il y a quelques minutes, là, dans un des tableaux, on voit la différence entre, je vais l'appeler l'ancien virus et le nouveau. Vous allez voir la différence du facteur R. Là, il y a une grande différence. Maxime Denis, nouveau. Pardonnez-moi, messieurs, si je répète une question, j'étais en onde, mais est-ce qu'on peut revenir sur le retard de l'intervention des inspecteurs au gym ce matin? Pourquoi ça a été aussi long? Quand on réside dans la ville de Québec, là, ça se parlait déjà la semaine passée qu'il n'y avait aucune mesure là-bas, que les gens se promenaient. Il y avait 10 % des gens qui portaient le masque, M. Arruda. Où étaient les inspecteurs pendant ce temps-là? Je dois vous avouer que je n'ai pas fait l'analyse détaillée de cet élément-là. Il faudrait peut-être la poser aux gens de Québec. Je pense qu'il y a eu des interventions qui ont été faites. Mais là, honnêtement, là, je vais vous le dire, je ne suis pas en mesure de vous dire à telle date il est allé, il s'est passé telle chose. Là. Je pourrais obtenir l'information. Vous pouvez vous adresser à Québec pour avoir l'information. Monsieur Dubé, est-ce qu'on pourrait revoir le rythme de vaccination par tranche d'âge pour... Parce que là, c'est surtout les jeunes, visiblement, ça se promène. Est-ce qu'il pourrait donc avoir par région, surtout un changement du rythme de vaccination? Bien, premièrement, je vais vous donner la réponse habituelle. On a un rythme de croisière qui est, puis surtout de priorité, qui est fixé par la santé publique. On ne peut pas déroger à ça. On a un comité en ce moment d'immunisation qui va peut-être reviser certaines catégories à l'intérieur. Par contre, lorsqu'on peut s'ajuster, puis on vient de le voir, quand on a vu justement ce qui se passait, on a demandé d'accélérer
une vaccination dans certaines régions. C'est pas pour rien que dans les derniers jours, on a demandé à Montréal, on a dit, écoutez, faites un sacrifice, le même sacrifice qu'on a demandé aux autres régions il y a quelques semaines, de le faire pour Montréal. Bien, Montréal, faites-le. Je vous en ai parlé dans notre point d'hier. Alors oui, on s'ajuste, mais on n'est pas rendu dans la catégorie d'âge. Puis je veux faire attention quand on dit, là, puis c'est juste être sûr qu'on vous induit pas, quand on dit les plus jeunes, c'est sûr que les gens de 65 ans et plus qu'on a déjà beaucoup vaccinés, c'est pas eux autres qui vont en hôpital, mais c'est pas non plus les 16 ans. On parle de ceux qui sont plus jeunes que les plus âgés. Alors, il faut faire attention que c'est vraiment cette tranche d'âge-là qui, de pourcentage, va en pourcentage beaucoup plus dans les hôpitaux puis qui nous préoccupe encore. Mais c'est pour ça que le premier ministre a raison. Ce qu'on demande aux gens, c'est l'effort des prochaines semaines, c'est de nous donner le temps de vacciner. Moi, on a eu nos petits pépins avec AstraZeneca. On va trouver des solutions, mais on est quand même capable de vacciner. Vous allez voir, demain, vendredi, moi, dans mes chiffres, j'ai encore 50 000 vaccinations par jour, là, jeudi, vendredi prochain. Alors, pendant ce temps-là, on vaccine, puis on va être capable de vacciner dans ces régions-là. Alors, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de temps pour aller vacciner nos gens. Philippe Autier, de Gazette. Just a little clarification on Lévis, Quebec City. Voilà, mesdames et messieurs, intervention d'urgence qui a été expliquée dans 3 villes, Québec, Lévis, Gatineau. 4 régions qui étaient oranges, qui reviennent au rouge. Et dans les 3 villes, on va apporter un tour de vis considérable, écoles fermées, commerces non essentiels fermés, et également le couvre-feu qui sera à partir de 20 heures. Alors, vous voyez les nouvelles zones rouges, les 3 lieux d'intervention. On s'ajuste donc à plaider M. Legault, M. Dubé, en disant « Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait il y a 4 jours? » Parce qu'on s'ajuste, dit-il, et ce qui a été, on comprend, le déclencheur. D'ailleurs, on plaide que c'est la santé publique qui a fait cette demande aux politiques, c'est-à-dire de mettre sur pause les 3 villes. Et ce qu'on plaide, c'est que l'augmentation exponentielle à Québec, par exemple, c'est nouveau, là. C'est dimanche, lundi, mardi, et qu'on agit donc par la suite. Tour de table, puis je vais vous parler ensuite de la vaccination. Ça reste extrêmement important, puis j'aurai des chiffres intéressants pour vous. Mais Sébastien, donc, on plaide que là, vraiment, il y a des feux qu'on va éteindre. On demande aux gens d'être souples et de suivre le gouvernement parce qu'on prévient déjà les gens que ça pourrait changer la semaine prochaine. Oui, et c'est des feux qui partent très rapidement et qui sont des feux de broussailles exponentiels. Et c'est ça, les variants. Stéphanie l'expliquait bien tout à l'heure. Il y a une donnée qui a changé dans les derniers jours, dernières semaines, c'est l'impact des variants. En même temps, je vous avoue que j'ai un peu de difficulté à réconcilier la citation d'Horacio Arruda il y a 2 jours dans la presse où il disait « pas de panique ». Sa citation hier en disant « on l'avait vu venir, on savait que le nombre de cas allait augmenter » et la réalité qu'on constate aujourd'hui qu'il faut serrer la vis, puis pas juste un tour, mais 2-3 tours à Québec, Lévis et Gatineau. La question sous-jacente, c'est est-ce que le gouvernement n'aurait pas pu agir ou dû agir avant pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans cette situation? Évidemment, il va se défendre en disant on surveille d'heure en heure, puis là, on est rendu au point où il faut agir. Mais quand même, je suis sûr que cette question-là sera latente sera dans l'esprit de bien du monde à la lumière des annonces qui sont faites aujourd'hui. Oui, Stéphanie, là-dessus, bon, évidemment, comme vous disiez tout à l'heure, c'est facile après coup de revenir en arrière, mais quand même, M. Arruda disait, il faut pas, dans votre journal et ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que c'est les hospitalisations qu'on surveille. Et là, on a une marge. En 2 mots, c'est ce qu'il disait. Ce qu'on répond à ça aujourd'hui, c'est que cette marge-là pourrait fondre vite si ça se remet à monter de façon exponentielle. Oui, bien c'est ça, c'est que quand on est aux commandes d'un bateau, il ne faut pas regarder les vagues qui arrivent là, sur la coque, il faut regarder à l'horizon.
Donc, c'est un peu ce qui nous dit que là, en regardant l'horizon, l'horizon n'est pas très clair. Alors, tant mieux si on agit plus rapidement, parce qu'évidemment, on ne veut pas se retrouver là, avec une troisième vague aussi dure que ce qu'on peut voir dans des régions voisines. Mais évidemment qu'on peut se demander, bon, est-ce qu'on aurait pu avoir la pédale un peu sur le frein là, quand on a annoncé des confinements là, depuis la semaine de relâche. Mais c'est sûr que aussi, il faut tenir en considération que oui, il y a des problèmes de santé mentale qui sont à la hausse. Oui, il y a des problèmes de violence conjugale. Il y a des féminicides. Oui, la réussite scolaire, c'est vraiment une préoccupation. D'ailleurs, là, les écoles ferment, puis on sait, M. Legault a dit que ça lui faisait vraiment mal au cœur. On sait que depuis le début, c'était une de ses priorités. Et là, bien évidemment, ça va nuire probablement encore au parcours scolaire. Il faudra voir qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'améliorer la réussite scolaire, parce que c'est un grand enjeu. Ça l'était avant la pandémie, puis ça l'est encore plus. Oui. Christian, intervention d'urgence, est-ce que le plaidoyer vous a convaincu? Est-ce que vous l'avez trouvé cohérent? Écoutez, c'est difficile de porter un jugement rigoureux sur tout ça. Moi, je trouve, bon, on s'ajuste, on va continuer à s'ajuster. Ce que je note, c'est que quand même, les restrictions qui sont imposées à un certain nombre de régions sont considérables. Tenant compte du fait qu'on entre dans la belle saison, on est en avril, puis tenant compte du fait qu'il y a une adhésion d'une partie de la population qui est nettement moins importante. Est-ce qu'on a posé la question à M. Arruda, il y a un tel décalage entre ce que vous avez dit il y a juste quelques heures puis ce que vous dites aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un peu de panique là-dedans? Moi, globalement, ce qui me frappe, parce que j'avais en tête les critiques des gens qui trouvaient que le gouvernement culpabilisait trop la population puis rendait la population responsable de ce qui arrive, je trouve que c'était moins culpabilisant. C'était pas infantilisant, mais c'était très anxiogène. Bien, il vous a même répondu. Il a même dit on ne veut pas culpabiliser les gens qu'on prend, comme si vous avez entendu d'une certaine façon. Mais j'ai trouvé que c'était moins culpabilisant, et ça, c'était bien. Mais j'ai trouvé ça quand même globalement anxiogène. Et une dernière question que je me suis posée, dans la mesure où il y a un élément nouveau qui est important, parce qu'il n'y a pas juste la dynamique sanitaire, il y a aussi le reste, il y a une partie importante de la population qui adhère moins aux mesures. Et M. Legault a quand même rappelé qu'il fallait observer les consignes à la lettre. Bon, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un danger qu'il y a une répression policière un peu exagérée? En tout cas, moi, je me pose cette question-là. Aussi, là, on nous parle de 10 jours. Est-ce que le combat entre les variants et le vaccin n'est pas encore décidé? Pour combien de temps on en a? 10 jours, ça va, mais si, mettons, on étend ça dans le reste du Québec, les gens vont trouver ça vraiment dur. Oui. Martine, impression générale là, de la démonstration qui a été faite aujourd'hui. Bien, M. Legault a beaucoup parlé pendant cette pandémie de la balance des inconvénients. Et hier encore, on était dans l'enjeu de l'adhésion et on estimait qu'on devait rester calme encore sur les nouvelles consignes. Mais c'est devenu difficile hier, après le point de presse dans l'entourage de M. Legault, de résister aux voix qui s'élevaient depuis plus d'une semaine. Le Collège des médecins, l'Ordre des infirmières, les infectiologues qui disaient il faut reconfiner. Alors, le risque, hier soir, qu'on voyait, c'était que ça dégénère, mais il y avait un risque aussi politique pour M. Legault de ne pas agir à temps. Et il y a un journaliste qui a posé la question à M. Legault, qui a décidé, comment ça s'est passé? Ça s'est passé beaucoup dans l'entourage de M. Legault. C'est M. Legault qui a pris les décisions difficiles, qui a tranché rapidement parce qu'il voyait que là, il était en train de perdre le contrôle. C'est intéressant. Je veux, avant qu'on se quitte, absolument parler des vaccins. Je vous ai préparé 2 tableaux, là, parce que là, je pense que les gens ont besoin de voir aussi, relativiser tout ça, parce qu'il y a une solution qui émerge, évidemment, ce sont les vaccins. Ça, c'est le pourcentage de population vaccinée. Québec, on est à 16 %. Ontario, 13 % France, 12 % à peine. Et Royaume-Uni, presque 60 % comme vous voyez. Et c'est très facile de voir qu'il y a une corrélation directe. Là. Le Québec fait mieux que l'Ontario, il y a plus de monde vacciné. L'Ontario fait moins que le Québec, etc. La France, ça dérape, moins de vaccins. Et M. Legault a laissé tomber, Sébastien, mon ami, puis sur un ton, à la rigolade, mais il y avait un message qui passait, mon ami Christian, il va vacciner. Autrement dit, on a l'impression là, vraiment que tout est mis pour augmenter la cadence de cette opération-là.
Oui, et protéger le plus de monde possible. Là, on est en train de protéger les plus vulnérables et ça donne des effets, c'est-à-dire qu'il y a moins de décès, les hospitalisations sont relativement stables. Par contre, la donnée qu'on n'a pas en ce moment, c'est à quel point les variants touchent les plus jeunes, les 20-60 ans, et quelle est la durée d'hospitalisation de ces gens-là quand ils deviennent hospitalisés. Alors, 1, est-ce qu'ils vont être plus hospitalisés? 2, est-ce qu'ils vont passer plus de temps à l'hôpital? Ça reste un questionnement chez le gouvernement. Mais en même temps, plus on vaccine, plus on réduit les risques d'hospitalisation. Et donc, le message sous-jacent, c'est amenez-en des vaccins. Go. On veut vacciner le monde. Go, oui. Stéphanie Grandmont, ça nous montre l'importance extraordinaire là, de cette opération-là. Ben oui, absolument. Puis même, j'ajouterais à vos chiffres que à Montréal, où on avait concentré l'offensive de vaccination, parce que c'était ici qu'on voyait le plus de danger. Donc, le pourcentage de vaccination est encore plus élevé, au-dessus de 20 Bon. Puis, ben, je ne suis pas épidémiologiste, mais je constate quand même qu'on a moins de problèmes en ce moment à Montréal que peut-être voilà. dans les autres villes du Québec, comme Québec, Lévis, etc. Alors, bon, peut-être qu'on peut voir le signe que vraiment ça fonctionne et qu'une vaccination ciblée là où ça fait mal, ben c'est logique de le faire. Ouais. Et bon, ben ça fonctionne bien quand même au Québec, il faut le souligner. C'est quand même un bon coup quand ça va bien, disons-le. Donc, notre campagne de vaccination, nos pourcentages sont parmi les plus élevés au Canada, puis c'est tant mieux. Et le Canada, pour ceux qui se posent la question, j'en parlais plus tôt, bon, le Canada est 24e sur la planète, mais dans le G20, dans le rythme actuel, par 100 000 habitants, on est au 3e rang après le Royaume-Uni, qui vaccine à pleine vitesse, et les États-Unis, évidemment. Donc, il y a un rattrapage qui se fait. Ça, Christian, je vous sens, je vous vois. Ça doit vous faire plaisir, ça. Oui, ça, c'est encourageant. Je suis d'accord avec Stéphanie. Quand il y a des choses qui vont bien, il faut le dire. Puis dans le dossier de la vaccination, franchement, le Québec s'en tire bien. Cela dit, moi, j'écoutais l'entrevue avec M. Macron. Quel déshonneur pour la patrie de Pasteur. La France, c'est la patrie de Pasteur. Que ce soit un tel fiasco en termes de vaccins. Les vaccins, c'est ce qui va nous sortir de ce grand malheur collectif-là. Puis on peut espérer qu'assez rapidement, il y en ait beaucoup de vaccins. Donc, il faut le rappeler, ça, pour pas juste être dans l'anxiété. Merci, Martine, d'être revenue. C'est très apprécié. Merci, Stéphanie Grandmont, Christian Dufour, Sébastien Bovet, comme toujours. Merci, mesdames et messieurs. Merci. On se retrouve au Téléjournal.